Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se poursuit jusqu'au 12 décembre. Plus que jamais, l'avenir de la planète est en jeu. Chaque année est la plus chaude jamais enregistrée. L'Observatoire européen Copernicus a annoncé hier que 2023 serait l'année la plus chaude mesurée dans l'histoire des relevés, avec pour le moment une anomalie de température de plus 1,46 degrés Celsius par rapport aux températures moyennes de la période de 1850-1900. Plus la planète frôle les 2 degrés Celsius, plus le risque d'atteindre des points de bascule est important. Selon le dernier rapport de l'ONU publié en amont de la COP, les engagements climatiques pris par les pays du monde entier à l'heure actuelle placent la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu'à près de 3 degrés Celsius d'ici 2100. Et pourtant, aucun pays ne réduit ses émissions d'effet de serre pour atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius. Donc 7 ans, c'est le temps qu'il reste pour tripler la production des énergies renouvelables, le temps qu'il nous reste avant qu'il ne soit trop tard. Donc un fonds de 30 milliards de dollars pour le climat. Le fonds dommages et intérêts approuvé par l'ensemble des représentants d'États et puis l'engagement qui ont été pris par 116 États pour travailler ensemble pour tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici à 2030. Et c'est le sujet de ce soir. Avec nous pour en parler, Monsieur Samir Rachidi, vous êtes directeur général de l'IRISEN. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci avec nous également madame Raja Chefil, vous êtes directrice générale du centre 4C Maroc. Vous êtes avec nous depuis Dubaï. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également Amin Bennouna, vous êtes enseignant à l'université Qadiriyya, des cofondateurs de 2 entreprises dans le secteur de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Ex-professeur, très bien, on retiendra ça. Merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je commence avec vous, Monsieur Rachidi. Grande annonce de cette COP 2028, ce fonds qui va être débloqué par les Émirats, ce fonds privé de 30 milliards de dollars. Comment a été accueillie cette annonce ? Effectivement, toutes les bonnes annonces sont les bienvenues, donc c'était très, très positif. Effectivement, on comptait beaucoup sur ce leadership, cette présidence des Émirats arabes unis de cette 28e COP, conférence sur le climat. Par contre, il faut mettre, pour apprécier un petit peu les montants, il faudra le mettre dans le contexte plus global. Effectivement, depuis à peu près 14 ans, depuis la COP 15 de Copenhague, il est question de financement climat. C'est là où on a parlé des 100 milliards de dollars par an à donner ou à faciliter ces accès au financement climat pour les pays en voie de développement. On est encore très loin de ce chiffre. On y arrive, je pense en 2020, on était aux alentours de 85 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Mais quand même, ça montre aussi qu'entre 2009 et 2020, on n'a pas encore atteint l'objectif qui a été annoncé 11 ans avant. Donc c'est juste aussi pour montrer qu'il y a les annonces, il y a les initiatives qui sont très louables, très positives, mais après il y a la dynamique, il y a la concrétisation, il y a l'action, ce qui a été aussi évoqué dans le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il faut rapprocher, on va dire, les échéances entre l'action et surtout, l'annonce de l'initiative et l'action. Sur les financements plus particulièrement, donc c'est une initiative des Émirats arabes unis. Ils ont aussi, dans la foulée, ils ont aussi engrangé une sorte de promesse d'augmentation de ce fonds à 250 milliards par rapport aussi aux acteurs privés, publics qui sont présents. Mais il faut savoir que le gap est de 18 000 milliards de dollars pour un objectif de ce qu'on appelle de net zéro, c'est-à-dire de neutralité carbone. Et du coup, on en est loin. On est à 3 ordres de grandeur plus qu'il faudrait avoir. Donc c'est une bonne annonce, c'est une bonne initiative, mieux vaut tard que jamais, mais on est un peu loin du compte si on considère l'objectif global de l'humanité qui est d'avoir une neutralité carbone d'ici 2050.
Une somme donc colossale, mais il faudra encore plus. Oui. Madame Sheffield, que pouvez-vous nous dire de cette annonce? Comment l'avez-vous accueillie? Comment elle a été accueillie à Dubaï, vous qui êtes sur place? Oui, bien sûr que les annonces de financement sont très bien accueillies. Et cependant, figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui encore, on en est ici à Dubaï à se demander encore c'est quoi la définition de la finance climat. Alors pourquoi on se demande c'est quoi la définition de la finance climat? Parce que il y a une sorte de bagarre aujourd'hui entre les pays du Nord et les pays du Sud, parce que les pays du Nord ne jurent que par un rapport de l'OCDE, donc qui donne ces chiffres-là, justement des 80 milliards atteints pour la finance climatique, etc. Mais les pays du Sud ne sont pas d'accord du tout avec ces calculs, et disent justement, mais c'est quoi la finance climat? Parce que des fois, les pays du Sud, en tout cas, se disent qu'on trouve de tout dans cette finance climat, c'est-à-dire qu'il y a l'aide au développement, il y a des prêts, et même pas bonifiés des fois, etc. Et il y a bien sûr une partie de dons, mais les prêts et l'aide au développement ne doivent pas être comptabilisés comme de la finance climat. Donc on en est aujourd'hui là encore malheureusement à se demander qu'est-ce qu'on va comptabiliser et surtout comment est-ce que nous allons le comptabiliser, parce que il y a des chiffres contradictoires entre pays du Sud et pays du Nord qui ne se mettent pas encore d'accord. Donc jusqu'à hier, il n'y avait pas encore d'accord sur la définition de la finance climat. Donc maintenant, il faut peut-être que le monde se mette d'accord sur une définition claire de ce que c'est que la finance climat, parce que les pays du Sud appellent à ce que l'aide au développement ne soit pas du tout comptabilisée dans ce package de la finance climat. Absolument, donc le terme de finance climat qui doit être clairement défini. Aujourd'hui, c'est un fourre-tout, on retiendra ça. Donc de votre intervention, Monsieur Benouna, que pouvez-vous nous dire de cette annonce? Toute annonce, je dirais, de rallonge budgétaire pour faire des efforts dans le sens de baisser les émissions de gaz à effet de serre est la bienvenue, notamment pour l'impact politique qu'elle peut avoir. Maintenant, ceci étant dit, mes collègues ont déjà rappelé qu'on est loin du compte, et on est d'autant loin du compte que, en fait, même les pays, on va dire, les pays les plus avancés et ceux qui émettent le plus aujourd'hui ne sont pas toujours d'accord sur un petit peu comment on devrait partager. Alors, les pays occidentaux mettent en avant aujourd'hui que la Chine et l'Inde sont passés premiers émetteurs, etc., etc. Mais il est bon de rappeler aux auditeurs, ils ne sont pas forcément des grands spécialistes de la question, deux choses. Alors, on parle souvent de dioxyde de carbone, de CO2, comme gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'il n'est pas seul, il est quantitativement, c'est le plus important, mais ce n'est pas le seul. Ceci étant dit, le CO2 a deux caractéristiques. Il y en a un qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global, c'est-à-dire son aptitude à réchauffer. Et là-dessus, le CO2 n'est pas le plus virulent. Mais surtout, il y a autre chose qui est la durée de vie. La durée de vie du CO2 dans l'atmosphère avant d'être naturellement absorbé par les océans, par la Terre, ou par tout ce qu'on appelle le cycle du carbone, ça dure 200 ans. Ce qui veut dire que si nous souffrons aujourd'hui de réchauffement climatique, cela ne provient pas des émissions de l'Inde et de la Chine de l'année précédente, mais que cela provient en fait d'une intégration de ce qui se passe depuis pratiquement 200 ans. Donc en ce sens, l'Inde et la Chine, bien qu'étant les premiers émetteurs aujourd'hui, ne sont pas les premiers responsables de la situation d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, ça veut dire également que ce qui se passe aujourd'hui, les températures qui sont enregistrées, les conséquences, on ne les verra que dans les années à venir. Pour l'instant, on ne les vit pas aujourd'hui. Avec toutes ces inondations, tout ce qui se passe, toutes les conséquences dont on est témoin aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qui s'est passé il y a plusieurs années et pas les 10 dernières années en tout cas, n'est-ce pas? Voilà, on peut dire, ou en disant les choses autrement, ce que la Chine et l'Inde font aujourd'hui, on le ressentira dans
pendant les prochaines années. Et comme les températures sont plus hautes que jamais, les conséquences peuvent être terribles d'ici l'avenir. Je me retourne vers vous, monsieur donc Samir Rachidi. Je reste toujours sur ce fonds, donc émirati, qui a été déployé en 2 parties. On l'appelle d'abord Altera. Donc, il y a la partie Altera Accélération et la partie Altera Transformation. Donc, l'un pour les investissements climat et l'autre pour encourager les investissements vers les pays du Sud. C'est peut-être un petit peu la clarification dont parlait tout à l'heure Madame Chafil. Que pouvez-vous nous dire de cette division en 2 parties? Est-ce que les financements seront plus avantageux, peut-être, que ce qui a déjà été établi? En fait, les Émiratis, ce n'est pas un jugement de valeur que je vais émettre, mais ils sont très pragmatiques dans la mesure où ils ont même anticipé la création de ce fonds-là en anticipant aussi leur présidence. C'est-à-dire que sur ce que je peux témoigner ou partager en tant qu'observateur du secteur de l'énergie, c'est qu'ils ont cette année, depuis quelques mois l'année dernière, 2022-2023, ils ont accéléré les investissements émiratis dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, ils ont signé quelques gigawatts déjà de contrats, notamment avec des pays comme l'Ouzbékistan, etc., le Turkménistan, des pays de l'Asie centrale, mais aussi d'autres pays en Afrique. Et pourquoi je dis pragmatique? Parce qu'ils ont mis en évidence, ils ont utilisé des structures nationales. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des fonds comme par exemple Masdar Mubadala ou par exemple Taqa qui est un développeur des énergies renouvelables, ou Masdar Mubadala qui est un investisseur, un développeur aussi de projets renouvelables. Et du coup, c'est à la fois le pays qui finance mais aussi qui exécute et qui bénéficient, on va dire, de l'opération économique en partie. Et du coup, ils en profitent aussi pour créer des champions nationaux émiratis qui puissent aussi atteindre une taille critique pour, on va dire, explorer ou s'exporter à l'international. Et du coup, c'est de ce point de vue-là où je dis que c'est une approche pragmatique, effectivement, qui doit être bien sûr encouragée, mais aussi rejointe, comme on l'a dit dans le premier round des questions, par d'autres levées des fonds, parce que ce montant reste quand même très, très faible par rapport aux ambitions qu'on a. Par rapport aux besoins existants. Effectivement, entre 30 milliards de dollars et 18 000 milliards de dollars de déficit, de besoins de financement pour atteindre la neutralité carbone, il y a 2 ordres de grandeur. Absolument. Faut et justement, Madame Chafil, selon vous, quel rôle peut jouer aujourd'hui le secteur privé dans le développement de ces investissements? Le rôle du secteur privé, depuis toujours, on a dit qu'il était très important parce que même si, en fait, vous savez, les pays du Sud, maintenant, quand ils réclament de la finance climat et que les pays du Nord leur disent que le secteur privé va y participer, les pays du Sud n'acceptent pas, en fait, vraiment. Donc, ils disent que non. La finance climat qui va être donnée par les pays du Nord doit être essentiellement fournie par les gouvernements, parce que ce sont les gouvernements qui ont donc cette responsabilité d'émission des gaz à effet de serre. Maintenant, le secteur privé n'investira dans la finance climat que si elle est rentable. En fait, aucun investisseur privé ne va investir dans la finance climat à fond perdu. Il va peut-être investir pour acheter des crédits carbone. Il va investir parce que c'est une industrie ou c'est un projet rentable. Mais le secteur privé, on le sait, ne va pas faire du mécénat. Il ne va pas donner de l'argent juste pour renflouer la finance Justement, climat. Madame, on est face à une urgence climatique, mais aussi à un impératif économique. On peut lier les deux, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec les bonnes décisions, les bons choix d'engagement politique, ça devrait être faisable, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de souci, mais sauf que il faut pas oublier une chose. La finance climat n'est pas destinée qu'à atténuer les émissions des gaz à effet de serre. Des pays en développement, notamment les pays africains,
ont besoin de la finance climat d'abord pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Les effets néfastes que nous vivons, nous, en tant que pays africains, la pénurie d'eau, le rendement agricole qui baisse à cause de la sécheresse, la remontée du niveau marin dans plusieurs pays, notamment les petits États insulaires, etc. Et donc, la finance climat, ceux qui la réclament, ce n'est pas tant pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques qu'ils ressentent déjà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'argent pour l'adaptation, en fait. Parce que l'adaptation, entre guillemets, n'est pas rentable. N'est pas rentable pour l'investisseur privé. L'investisseur privé, comme j'ai dit, va investir pour limiter des émissions de gaz à effet de serre, pour gagner des tonnes de carbone qu'il pourra vendre sur le marché international. Donc, c'est toujours un dilemme, en fait, entre le financement de l'adaptation et le financement de l'atténuation, et les pays du Sud, comme les pays africains, ont surtout besoin, il faut le dire, d'argent pour s'adapter à ces effets néfastes des changements climatiques. Un pays comme le Maroc est en train d'investir des milliards dans les autoroutes de l'eau, par exemple, pour déplacer l'eau d'une région à l'autre. On est en train d'investir des milliards pour installer des stations de dessalement de l'eau de mer. Et tout cela est dû aux impacts néfastes des changements climatiques. Donc, les autres pays africains, comme le Maroc, ont besoin qu'on compense. Et justement, puisqu'on parle justement du Maroc, j'aimerais aborder ce message qui a été adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de cette COP. Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui, je le rappelle, est représenté par la princesse Lalla Hasna. Je me tourne vers vous, Monsieur Rachidi, et je cite donc les propos du souverain. Il est un temps pour négocier et il est un temps pour agir. Le voilà venu. Ce temps-là, c'est un pacte pour l'action que je vous propose de lancer ici et maintenant. Autre élément qui a été cité par le souverain, entre l'action climatique par petits pas et les défis climatiques imminents qui s'imposent significativement, se crée un fossé qu'il convient de combler sans délai. Et puis il y a également ce chiffre de 30 milliards de dollars qui ont été donnés en 2020 à l'Afrique, ce qui ne représente que 12% des besoins de l'Afrique. Que pouvez-vous nous dire sur ce message royal? Effectivement, pour aborder cette citation, il faut d'abord peut-être contextualiser sur la condition marocaine sur le sujet. On était toujours, depuis justement l'avènement du souverain sur le trône de ses ancêtres, une sorte de locomotive africaine dans ce sujet-là. Et on a, on va dire, identifié il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années une sorte d'opportunité à réduire nos émissions. Donc le plan renouvelable, plan solaire en 2009 et puis le plan renouvelable en 2016. C'est des initiatives, c'est des initiative nationale impulsée par le souverain pour montrer un petit peu l'exemple, mais en même temps, comme j'ai dit pour le cas des Émiratis, pour aussi être un peu pragmatique et profiter de ce changement de paradigme qui est l'implémentation de plus de renouvelables, de plus d'efficacité énergétique, que ce soit dans l'industrie, la verdification aussi du transport, etc. Ça se fait aujourd'hui au Maroc, tout ça, bien évidemment. On essaye, il y a des plans stratégiques sectoriels sur l'efficacité énergétique, sur la stratégie énergétique nationale, sur l'implémentation du renouvelable, ou le souverain aussi, que le souverain suit de très près. Bien sûr, dernièrement, il a noté une sorte de décélération, on va dire, de cette stratégie, qu'il faudra accélérer le pas pour l'implémentation de plus de renouvelables. Mais aussi, le souverain a évoqué l'année dernière, pour la première fois, le mot de décarbonation, qui est aussi un défi pour une société comme le Maroc. Décarbonation, ça vient aussi avec son lot d'industrie, d'innovation, de technologie que le Maroc ne possède pas. Et justement, c'est ce deuxième pilier sur lequel le Maroc joue, c'est-à-dire on essaie de montrer l'exemple sur ce qu'on peut faire
notamment l'implémentation de renouvelables, etc., dans le secteur. Mais aussi, on évoque, comme a dit Mme Chafil, comme les pays en voie de développement, eh ben, des financements pour l'adaptation, pour s'adapter. On va dire le stress hydrique qu'on remarque est différent, on va dire, des règlements climatiques, que les saisons ne sont plus les mêmes, etc., qu'on constate de nos jours, et aussi une conséquence de ce changement climatique. Donc, il faut à la fois faire du lobbying pour que le Maroc, comme des pays en voie de développement, bénéficient de manière, et je rectifie aussi le tir par rapport à ce que j'ai dit en préambule, effectivement, les 85 milliards, c'est des chiffres de l'OCDE, et c'est excusez-moi le terme, c'est un fourre-tout où les pays développés mettent tout ce qu'ils donnent et ce qu'ils prêtent comme argent. Ce que disait Madame Exactement. Chafil tout à Donc je tiens à corriger ce que j'ai dit. Je remercie beaucoup Madame Chafil par rapport à ça. Et il faudra effectivement identifier un financement climat qui est clair pour les pays en voie de développement pour s'adapter. Un transfert de technologie, donc de mon point de vue que technologue et directeur d'un centre de recherche, il faut un transfert de techno pour adopter plus de technologies propres et faire des raccourcis, ne pas avoir à polluer et puis à dépolluer par la suite. Et ensuite, faire partie de ce mouvement, on va dire volontariste, d'investissement dans les énergies renouvelables pour réduire nos gaz à effet de serre comme étant un pays en voie de développement. On a des NDC, on va dire des objectifs de réduction de gaz à effet de serre conditionnés et non conditionnés. Et on peut aller même au-delà s'il y a on va dire un engagement plus fort de la part des pays les plus développés par rapport au transfert techno et surtout par rapport à l'industrialisation. Un engagement donc fort qui doit se faire au niveau des pays et au niveau mondial. Je me tourne vers vous, Madame Chafil. Parlons de ce message royal. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Oui, le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, était très important et percutant à l'égard de tous les pays. Sa Majesté a tiré la sonnette d'alarme, encore une fois, à l'égard de l'urgence d'une action climatique mondiale. Et justement, Sa Majesté a déclaré que petits pas étaient peut-être nécessaires à un certain moment où il fallait faire de la pédagogie, où il y avait encore des climato-sceptiques, etc., qui n'y croyaient pas. Et Sa Majesté a dit qu'aujourd'hui, bon, les preuves scientifiques sont là, les catastrophes climatiques sont là, et il y a urgence, il y a urgence d'agir. Et Sa Majesté a bien voulu insister aussi sur la notion de solidarité internationale et de coopération internationale, parce qu'aucun pays ne va y arriver seul. C'était un message très fort, en fait, vis-à-vis des participants à cette COP28, parce que vous l'avez dit vous-même en préambule de cette émission. Vous avez rappelé que l'année 2023 sera de loin l'année la plus chaude dans toute l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis que l'humanité a commencé à mesurer les températures, et ça c'est très dangereux. Je rappelle que il y a environ 2 semaines, il avait fait 60 degrés au Brésil, à Brasilia, et que chez nous au Maroc, il y a quelques mois, on a dépassé les 50 degrés dans certaines régions du Maroc. Donc, si avec tout ça, le monde n'est pas encore conscient qu'il y a urgence, il y a un problème. Donc, et Sa Majesté l'a rappelé clairement aux participants à la COP28. Maintenant, il faut une sorte de réveil de la conscience collective internationale, parce que malheureusement, on continue à négocier, si vous voulez, sur les tables des négociations dans les COP, avec une certaine langue de bois, excusez-moi le terme. Donc, on n'est pas les uns vis-à-vis des autres, et donc cette question de la finance climat l'illustre très bien. Il y a comme un langage de sourds. Les pays du Sud qui disent mais nous on est vulnérables, il y a urgence
dans certaines régions, on n'a plus d'eau, la sécurité alimentaire est menacée. Les petits États insulaires, vous le savez, ils sont en train de perdre tous les jours des parties de leur territoire, carrément, à cause de la remontée du niveau marin. Et je crois que c'est ce que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a voulu faire passer comme message au monde pour un petit peu réveiller les consciences et pour que les parties qui sont présentes à cette COP28 essayent un petit peu d'avancer justement à grands pas et Sa Majesté a bien voulu déclarer qu'entre les petits pas et les grands pas, on peut trouver une sorte de juste milieu en fait pour aller avec une cadence qui nous permette de nous protéger tous et de protéger l'humanité contre les crises climatiques actuelles et à venir. Absolument, un appel donc à l'action, à la solidarité, et aucun pays ne peut y arriver seul. Monsieur Bennouna, où en est le Maroc aujourd'hui au niveau de ses engagements? Juste un petit mot par rapport au message de Sa Majesté. Le message de Sa Majesté s'adresse à deux groupes, en fait. Il s'adresse bien sûr à tous les grands de ce monde pour qu'ils comprennent leurs responsabilités historiques, et il s'adresse aux Marocains aussi, parce que le Marocain n'entend pas forcément les messages des organisations internationales. Par contre, le Marocain est sensible au message de son roi, et il est important qu'il rappelle que notre indépendance aussi est tributaire de la quantité d'énergie renouvelable que nous utiliserons, parce que nous sommes un pays qui est dépendant énergétiquement, et chaque kilowattheure d'électricité ou d'énergie que nous pouvons produire par des voies renouvelables, c'est un peu d'indépendance énergétique de gagner. Voilà. Absolument. Et donc, quels sont les engagements aujourd'hui au Maroc? Où en est-on par rapport à cela? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors nos engagements sont énormes. J'ai déjà écrit sur ce sujet un papier qui paraîtra très bientôt. Ils sont énormes. À mon avis, ils sont un petit peu hors de notre portée. On s'est engagé sur une loi qui n'est pas raisonnable. Non pas raisonnable, parce que je voudrais bien que l'on puisse faire, mais on s'est presque engagé à diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Or, 2030, c'est dans 7 ans. Nous ne pourrons pas le faire pour une bonne et simple raison. Enfin, le chiffre officiel, ce n'est pas la moitié, c'est 45,5%. Et nous serions supposés baisser ces émissions qui sont aujourd'hui incompressibles. C'est-à-dire, il y en a 35% qui viennent des transports. On ne va pas inventer des transports qui n'émettent rien d'ici 2030. Et on a aussi des producteurs d'électricité au charbon qui ont des contrats qui vont courir jusqu'en 2045 et qu'on ne peut pas arrêter en cours de route comme ça. Enfin, tout au moins, pas avant dans 7 ans. Donc, on s'est engagé sur des objectifs qui sont... Vous savez, des fois, on dit souvent, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais là, c'est pas des objectifs incroyables. À mon avis, c'est des objectifs un peu illusoires. Et selon vous, M. Rachidi, ces objectifs sont-ils réalisables selon vous? Effectivement, c'était aussi soulevé par le souverain qu'on va dire le rythme avec lequel on est en train d'implémenter les énergies renouvelables dans notre réseau et aussi les mesures d'efficacité énergétique est un peu long. Et d'où aussi la demande du souverain au gouvernement d'accélérer le pas pour aller dans cette direction. Effectivement, comme le dit professeur Bennouna, ça peut ne pas être atteignable d'ici 2030, mais comme on l'a vu, comme quasiment tous les objectifs qui ont été émis dans les différentes COP depuis que la COP existe, on a toujours un décalage par rapport effectivement aux dates butoirs avec les dates de la réalisation. À mon avis, faut s'inscrire dans une dynamique positive, plutôt, on va dire, optimiste, et s'engager. C'est-à-dire que prendre l'engagement moral et aussi politique
courageux, audacieux de faire les mesures, de prendre les mesures nécessaires. Ça passe notamment par de la réglementation. Ça, c'est l'outil le plus fort, l'outil politique le plus fort pour changer justement la réalité, pour encourager aussi le secteur privé à faire des mutations dans leur façon de faire. Et là-dessus, je pense que le gouvernement actuel est en train d'accélérer énormément, on va dire, le volet réglementaire qui était latent depuis pour certaines lois. Professeur Benouna ne va pas me contredire, on attend depuis 10 ans quasiment, ou un peu plus même. Et là-dessus, je pense que le gouvernement actuel, il a pris note de la recommandation et de l'exigence du souverain que Dieu l'assiste pour accélérer le pas. Il y a un grand paquet de lois et de projets de loi et de projets de décrets qui vont passer cette année. Et du coup, ça va vraiment débloquer la situation et on va donner une nouvelle impulsion à notre, on va dire, décarbonation. Il faut aussi noter que la relation très forte, on va dire l'intégration, je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais l'intégration économique qu'on a avec l'Union européenne nous impose déjà une sorte d'autocritique et d'auto-accélération. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais en tout cas, avec la taxe carbone aux frontières que l'Union européenne a déjà lancée en 2023, au début de cette année, à partir de 2026, eh bien, il y aura une taxe carbone aux frontières. Et du coup, le carbone devient un sujet de compétitivité du Maroc. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'être compétitif par rapport au foncier, par rapport à l'énergie, au coût de l'énergie, au coût de main-d'œuvre, mais aussi par rapport au coût climatique de l'industrie. Donc, ces entreprises européennes qui fabriquent au Maroc, eh ben, ils ont une date butoir qui est janvier 2026, c'est demain, c'est dans moins de 2 ans. Et à partir de cette date-là, il faut qu'on soit conforme par rapport à un certain niveau de prérequis par rapport à cette norme-là, par rapport aux émissions. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, il faut que le secteur privé, l'industrie soient énergisés de manière verte. Donc, d'où l'injonction du souverain d'accélérer le pas de l'adoption des énergies renouvelables, de la taille du renouvelable qu'on a dans notre réseau. Aller être, comme l'a dit professeur Benouna, être peut-être plus ambitieux sur le transport, qui est un peu on va dire, ces émissions qu'il a qualifiées d'incompressibles, je le rejoins. Le transport, on n'a pas tout de suite une vision claire du gouvernement, surtout sur la partie de l'électrification de notre parc auto. Si on dit électrification et on continue à charger avec de l'électricité fossile, est-ce qu'on fait vraiment de la décarbonation du transport ou pas? Donc l'hydrogène vert qui commence à apparaître aussi comme une alternative, mais qui demande aussi du temps pour l'implémentation. Donc on a plusieurs chantiers, on va dire, mais je préfère rester optimiste. Il faut surtout s'engager et avoir un engagement moral par rapport à ces ambitions. Madame Chafil, donc une décarbonisation qui doit se faire à travers une modernisation rentable. Comment cela peut-il s'opérer au Maroc? Moi, je voudrais revenir sur votre question. Est-ce qu'on peut être optimiste ou est-ce qu'on peut être pessimiste? Je crois qu'on peut être ni optimiste ni pessimiste. On doit juste travailler et aller de l'avant. De toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Comme a dit Samir, comme a dit Benouna, on a pris des engagements dans le cadre de notre indice et nous devons les respecter. Donc, moi, je reste optimiste. Alors maintenant, la décarbonation, je crois que Samir Rachidi a parlé de plusieurs secteurs. Il a parlé de l'industrie, il a parlé des transports. C'est vrai que le secteur des transports est certainement l'un des domaines où il y aura un gros challenge à relever. Il y a les voitures qu'il va falloir électrifier petit à petit, même à grands pas. Mais il y a également tous les autres moyens de transport. On a beaucoup de triporteurs de plus en plus aujourd'hui au Maroc, beaucoup de motos, etc. Et progressivement, il va falloir passer vers l'électrique. Maintenant, il reste un secteur aussi qui posera certainement un certain challenge, qui est celui du monde rural.
l'énergie utilisée dans le monde rural. Parce qu'on sait que dans le monde rural, dans les régions froides, les régions montagneuses du Maroc, et c'est tout à fait normal, on utilise beaucoup de bois de feu, par exemple, pour se chauffer. Mais dans le milieu rural en général, au Maroc, on utilise beaucoup de bois et beaucoup de charbon de bois également. Et là, je crois que ça va être quand même un challenge également dans le monde rural, en plus du tertiaire et tout ce qui est, par exemple, efficacité énergétique dans le bâtiment. Parce que c'est bien de faire de l'efficacité énergétique dans le domaine industriel, mais nous continuons aujourd'hui à chauffer beaucoup l'hiver parce que dans nos villes, à part certaines régions du Maroc, il commence à faire de plus en plus froid. La semaine dernière, on m'a dit qu'il avait fait 10-12 degrés la nuit à Rabat. Donc les gens chauffent, y compris à Rabat et à Casablanca. Et la climatisation l'été, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Alors quand il fait 40 ou 50 degrés, vous n'avez pas le choix que de climatiser la maison pour pouvoir avoir un certain confort chez soi. Et là, ça représente des secteurs qui, même s'ils ne sont pas mis en avant aujourd'hui, il va falloir en tout cas s'en occuper assez rapidement pour aller justement vers une certaine efficacité énergétique dans tous ces secteurs-là. Donc des efforts qui se multiplient au Maroc, mais encore beaucoup de choses à faire pour aller de l'avant et accélérer le pas. Donc, comme l'a dit si bien le souverain dans cet appel à l'action, Monsieur Bennouna, 116 pays se sont engagés lors de cette COP à travailler pour tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici à 2030. Quelles sont aujourd'hui les attentes ? Les attentes sont énormes. Si nous voulons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants une planète vivable, encore une fois, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est la vie de l'homme sur cette planète. Si nous voulons leur transmettre, il faudra aller vers ce genre d'effort. Bien sûr, le Maroc est un tout petit pollueur, mais il va falloir que tout le monde fasse cet effort. Et le Maroc en particulier, je tiens à le rappeler, est tenu d'aller vers ces efforts à cause de sa souveraineté énergétique. D'accord ? Et donc, effectivement, je ne peux que saluer ce genre d'engagement de ces 108 pays et j'espère qu'on va y arriver. Monsieur Rachidi, quels compromis aujourd'hui doivent être faits pour pouvoir respecter nos objectifs et arriver à la hauteur de nos ambitions ? Déjà, ce terme de compromis, on va dire, de plus en plus, on essaie de le dépasser parce que ça veut dire qu'on n'est pas gagnant sur toutes les on va dire, les pages du compromis, justement. Mais à mon avis, il faudra chercher des points, des win-win, des points gagnant-gagnant. C'est-à-dire que dans cet effort-là de décarbonation, je peux... on va dire, énoncer un souhait ou un objectif stratégique que pourrait avoir le Maroc, c'est de devenir un des centres mondiaux de la production industrielle verte, parce que tripler une capacité renouvelable, ça nécessite des gigafactories de photovoltaïque, des gigafactories d'éolien, des gigafactories de batteries, d'électrolyseurs, que sais-je. Et là-dessus, le Maroc, avec cette, on va dire, et excusez-moi d'être marocain sur ce sujet-là, mais je pense qu'on pourrait jouer cette carte, notamment aussi, et je fais aussi allusion, même si ça ne fait pas partie de la COP28, mais aux signatures stratégiques qu'a eu le souverain avec son homologue, M. Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, sur une on va dire, coalition stratégique sur l'infrastructure, sur l'énergie. Une coopération bilatérale, 12 accords, 12 mémorandums d'entente. Effectivement, oui. Et le Maroc vraiment peut être peut-être je ne suis pas très objectif en parlant de mon pays, mais je pense qu'on a vraiment tous les moyens, surtout à l'aune de ce monde qui
qui se cherchent, ces crises énergétiques, politiques, de Covid, de post-Covid, qui se profilent, géopolitiques aussi. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu de manière tout à fait pragmatique, mais aussi utile, à la fois pour notre économie, pour décarboner notre économie, mais aussi pour aider d'autres pays partenaires à décarboner la leur, notamment, et moi je le vois très bien avec ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps dans l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Je pense que le Maroc pourrait très rapidement devenir un champion régional africain de l'industrie verte et utiliser ce track record qu'on a sur l'industrie de l'automobile. On parle déjà, c'est des choses qui avancent, je crois, en parallèle de gigafactories de batteries au Maroc. On a des réserves phosphatières, il y a des batteries au phosphate, on a des réserves avérées de cobalt, il y a des batteries, le cobalt fait partie des batteries lithium-ion, donc on peut vraiment être un nœud stratégique industriel vert et je pense que c'est là-dessus où j'aimerais bien que mon pays aille. Un potentiel donc réel et important dont dispose aujourd'hui le Maroc qui a déjà fait ses preuves donc vis-à-vis de toutes les possibilités qu'il a et de toutes les capacités donc à lutter justement contre ce réchauffement climatique. Pour revenir à la COP 26, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, ce fonds donc dommages et intérêts. Et je me tourne vers vous, Madame Chefil. Donc ce fonds qui a été approuvé, c'était la première victoire au premier jour de la COP. Donc que pouvez-vous nous dire là-dessus? Qu'en pensez-vous? Est-ce positif? Voilà. Oui, non, c'est sûr, pardon. C'était une annonce extraordinaire qui avait d'ailleurs surpris tout le monde d'arriver comme ça dès le premier jour à avoir une décision pour l'opérationnalisation du fonds d'indemnisation des pertes et dommages. Alors les pertes et dommages, juste pour rapprocher nos citoyens de cette notion, c'est tout ce que nous perdons en fait du fait des catastrophes climatiques. Et les dommages, c'est ce que nous pouvons réparer. Par exemple, une route, excusez-moi, une route qui est démolie par une inondation, on peut la réparer. Donc, ça, c'est des dommages qui sont réparables moyennant des indemnisations. Maintenant, absolument. Oui, c'est une très, très bonne nouvelle, mais il reste la question cruciale. Qui va en bénéficier exactement? Quelle est la liste des pays qui vont bénéficier de ce fonds des pertes et dommages? Parce qu'on parle de pays vulnérables. Alors, beaucoup de pays dans le monde sont vulnérables, mais quelle échelle de vulnérabilité permettra de les départager? Comment est-ce c'est sûr que par exemple, des pays comme les petits États insulaires qui sont menacés même de disparition, du fait de l'élévation du niveau marin sont extrêmement vulnérables. Mais d'autres pays sont exposés à l'érosion marine qui démolit des villes entières, à la remontée du niveau marin qui nous fait perdre des terres agricoles dans plusieurs pays du monde, etc., sont également vulnérables. Alors comment les départager? Combien donner à chacun? Et à l'intérieur de ces pays même, à qui sera donné cet argent? Est-ce qu'il sera donné aux gouvernements respectifs de ces pays? Est-ce qu'il va être donné aux citoyens directement? Sous quelle forme il sera, etc. Alors, à mon avis, c'est bien de renflouer le fonds. On est à peu près on est arrivé peut-être jusqu'à hier à environ 750 millions de dollars. Si on ramasse toutes les annonces comme ça, mises côte à côte, on est à plus de 700 millions de dollars depuis le début de la COP. C'est une excellente nouvelle, bien entendu, mais ce n'est pas facile ça va pas être facile en tout cas de profiter de ce fonds des pertes et dommages, parce qu'il s'agit pas de dire j'ai perdu tant, il faut le prouver. Il faut faire des études économiques pour savoir combien un pays, par exemple, perd du fait de la diminution du rendement agricole, combien il perd du fait de la remontée du niveau marin, combien il perd
quand il y a augmentation de la température et qu'il y ait des températures extrêmes avec leur lot d'impact sur la santé humaine, parce que ça met de la pression sur le système de santé également quand les gens tombent malades du fait de l'élévation des températures. Et donc, il faudrait que chaque pays élabore des rapports précis avec des données précises, et il faudrait justement que les institutions dans ces pays vulnérables qui s'occupent, par exemple, de la récolte des données et des statistiques, intègrent également les données et les statistiques relatives aux catastrophes climatiques. Ça va devenir très important. Une avancée, donc certes, mais beaucoup de défis, on l'a compris, qui persistent pour le déploiement de ce fonds. On arrive déjà au terme de cette émission. Un dernier message, Monsieur Bennouna, que vous voudriez adresser aux téléspectateurs? Pour rester dans le droit fil, il y a des petits invisibles qui sont, on s'y adapte sans que le Marocain moyen le sache. Par exemple, quand on creuse dans des puits d'eau plus loin parce qu'il y a moins de pluviométrie, ou bien tout le monde ne le sait pas, tous les Marocains reçoivent l'électricité chez eux, ils ne savent pas qu'on a perdu 3/4 de la production d'électricité, de notre électricité hydraulique au Maroc dans les dernières années à cause de ce déficit de pluviométrie. Et il y a tout un tas de choses comme ça qu'on ne voit pas, mais qui relèvent effectivement, je dirais, des pertes ou des dommages causés. Voilà. Absolument. Monsieur Rachidi, un dernier message? Un message peut-être d'espoir et d'optimisme. Rester engagé. Effectivement, chaque COP porte en elle-même beaucoup d'espoir. Des fois, malheureusement, la conclusion des COP est un peu, on va dire, pas au niveau des attentes. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra être positif et optimiste et voir aussi le cumul. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'engagements. On n'y arrive peut-être pas aux dates énoncées, mais je pense qu'on pourra y arriver. Et aussi un message peut-être on va dire de convergence de l'humanité, parce que c'est un défi majeur, comme l'a précisé le professeur Bennouna, c'est par rapport à l'existence. La planète va se porter très bien sans nous, avec nous, enfin surtout sans nous, mais nous, est-ce qu'on va être là ou pas? C'est ça qu'il faudra Absolument. mettre Un dernier message très rapidement, Madame Chafil, avant de terminer cette émission. Je voudrais juste dire que même si nous sommes faiblement émetteurs des gaz à effet de serre, chacun de nous, en tant que citoyen marocain, peut faire sa part. On peut, par exemple, juste par des gestes très simples, qui économisent l'électricité, qui économisent l'énergie, qui économisent l'eau également, on peut arriver à aider notre pays à aller de l'avant dans sa politique climatique. Merci. Des gestes donc simples, mais qui peuvent sauver la planète. Merci à vous, Monsieur Samir Rachid. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IRESEN. Merci beaucoup. Merci à vous également, Raja Chafil. Vous êtes directrice générale du centre 4C Maroc et vous êtes avec nous depuis Dubaï. Et merci à vous également, Monsieur Bennouna. Je rappelle que vous êtes ex-enseignant à l'université Qadir Riyad et cofondateur de 2 entreprises dans le secteur de l'énergie. C'était un plaisir de vous avoir tous les 3 avec nous ce soir sur le plateau. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous pour votre fidélité.